et bienvenue à toutes et tous à ce dernier atelier de Septembre Turquoise qui est co-organisé avec mon réseau Cancer Gynéco. Donc bienvenue à toutes et tous et merci pour votre fidélité. Donc cet atelier sera autour des problématiques du sommeil car on sait que dans le cancer, le stress peut être un facteur favorisant de troubles du sommeil, certains traitements, etc. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Bonnefou. Donc, docteur Bonnefou, vous êtes pharmacien et vous êtes également titulaire, vous êtes spécialisé dans le sommeil et vous accompagnez des personnes souffrant d'insomnie et de troubles du sommeil. Donc, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Laure, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Alors oui, moi je suis vraiment très contente de cette soirée spéciale sommeil. Je dois dire que la question des difficultés de sommeil sur nos réseaux, elle existe depuis des années. Et je dois dire que c'est la raison pour laquelle on a créé des sous-groupes sur mon réseau cancer du sein au tout début, quand on avait un seul réseau. Parce qu'en fait, on avait des insomniaques qui passaient la nuit à s'envoyer plein de petits messages. Et ça mettait un peu le bazar quand même dans tout ce qu'on essayait de faire de sérieux. Et du coup, ça nous a donné l'idée de faire des groupes pour que les gens se retrouvent aussi en fonction de leur réalité, leurs soucis. Donc, un clin d'œil aux insomniaques de MRCS à l'époque. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Isabelle et on a eu l'occasion d'échanger déjà. Et on s'est rendu compte que le sommeil, c'est un peu comme la fatigue, la douleur. Tout le monde en parle et on ne sait pas très bien comment ça marche, ce qu'on peut faire pour mieux dormir. On est très nombreux dans la vie à pas toujours bien dormir. Et quand on est malade, c'est un vrai levier. Pouvoir se reposer, retrouver de la force avec un bon sommeil, c'est important. Et pour autant, on a souvent beaucoup de difficultés avec les douleurs, certains traitements, etc. Donc, je suis particulièrement ravie pour cette dernière étape de Septembre Turquoise d'aborder le sujet avec vous, Isabelle. Donc, bienvenue à tous et très bonne soirée. On prendra les questions. Donc, comme d'habitude, dans l'onglet questions, si vous avez n'hésitez pas tout au long de la soirée à écrire vos questions. Avec Oriane, à la fin, on les reprendra pour les poser à Isabelle. Mais dans un premier temps, on va donc vous écouter et découvrir vos slides. Merci beaucoup Laure, merci Oriane. Je suis également ravie d'être avec vous ce soir pour partager un petit peu de mes connaissances sur les problèmes de sommeil, parce que je sais que c'est quand le sommeil fout le camp, c'est tout qui part en vrille dans le pro, dans le perso, et je sais que particulièrement chez les patients qui souffrent de cancer, c'est une problématique assez présente. Donc, j'ai grand plaisir ce soir à partager plein de trucs et astuces pour montrer que ce n'est pas une fatalité et qu'il existe des solutions non médicamenteuses, vous allez le voir. Donc, pour une pharmacienne, c'est un beau challenge d'accompagner les gens sans leur proposer de médicaments. Et voilà, donc je suis ravie de pouvoir animer cette conférence avec vous. Je demande à Jade si elle veut bien me passer les slides. Merci beaucoup. Donc, comme le disait Oriane, moi, donc, je suis docteur en pharmacie, donc j'ai un diplôme universitaire de prise en charge de l'insomnie, et on va le voir, qui m'a enseigné une méthode qui est le traitement de référence de l'insomnie et qui ne nécessite pas la prise de médicaments. Et je suis également master coach en développement personnel, ce qui me donne des outils pour pouvoir accompagner dans la gestion du stress, de l'anxiété, ces types de problématiques, et du coup d'accompagner avec des résultats encore plus probants, encore plus durables et efficaces. Donc, nous sommes partis. Alors, quel est le programme pour ce soir ? Donc, je vais vous proposer une petite partie de théorie, parce que si on ne sait pas comment le sommeil fonctionne, on comprend moins bien après les propositions, les choses qu'il faut changer dans ses habitudes. Donc, un petit peu d'explication sur comment ça fonctionne, les cycles du sommeil, parce que les sommeils fonctionnent sur une série de cycles, les spécificités individuelles, à quoi ça sert. Je vais vous partager 10 conseils très pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil. Ensuite, on va passer à l'insomnie, donc c'est le stade ultime de problème de sommeil. Pareil, une petite définition, comment ça marche, parce qu'on va voir que c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Et puis, je vais vous présenter la méthode de référence de prise en charge de l'insomnie. Et je vais à nouveau vous partager des trucs et astuces simples à mettre en place
pour terminer avec les risques liés à l'insomnie, pour vous sensibiliser à cette problématique, parce que de nombreuses personnes considèrent que, après tout, on n'y peut rien. À part les somnifères, il n'y a pas grand-chose. Et puis, quand on ne veut pas prendre de somnifères, du coup, il faut faire avec. Eh bien, c'est une mauvaise idée, donc je vais partager ça avec vous. Alors voilà, on est parti dans le vif du sujet. Donc, déjà, vous expliquer comment ça marche. Le sommeil est le résultat de la combinaison de 2 mécanismes au niveau de notre corps. Alors, le premier s'appelle l'homéostasie, on se fiche un petit peu du nom. C'est le fait que dès qu'on se lève le matin, on commence à fabriquer des substances qui vont augmenter en concentration dans notre corps jusqu'au soir pour arriver à un certain seuil. Et ça génère une pression de sommeil qui augmente au fur et à mesure de la journée pour arriver à un maximum le soir. Et une fois que le seuil est atteint, c'est là que l'endormissement va commencer à s'installer. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire un rythme sur 24 heures. Notre corps fonctionne pour tout un tas de choses sur un rythme basé sur 24 heures. La température du corps évolue au cours de la journée et de la nuit. Les sécrétions d'hormones se font pour certaines à certains moments. On a également des horloges au sein de notre corps. Dans toutes nos cellules, il y a des petites horloges. Il y en a aussi dans les principaux organes. Et dans notre cerveau, il y a l'horloge centrale qui est le chef d'orchestre de toutes ces horloges et qui les coordonne. Et par exemple, quand on souffre de décalage horaire, c'est que l'horloge centrale n'est pas du tout calée avec les autres et on voit que du coup, on ne se sent pas très bien. Cette horloge, ces horloges, mais l'horloge centrale en particulier, elle n'est pas calée sur 24 heures pile. Elle est calée sur un peu plus ou un peu moins, selon les gens. Et du coup, pour rester calée sur 24 heures et éviter de se décaler dans le temps, si ce n'est pas le cas, eh bien, elle a besoin de donneurs de temps qui vont lui permettre de synchroniser tous les jours, de rester sur ce rythme de 24 heures et de coordonner toutes les horloges entre elles. Et ces donneurs de temps sont le plus important, c'est la lumière naturelle qui fonctionne sur un rythme de 24 heures. Il y a le jour, la nuit. Les repas, les horaires auxquels on prend les repas sont également des indicateurs de temps pour savoir où on se situe dans la journée. Et puis, toutes les activités que l'on peut avoir d'ordre social ou autre qui sont récurrentes à des horaires réguliers sont d'autres éléments qui permettent de donner un repère à notre horloge pour savoir où on se trouve dans notre journée et de bien rester calé sur 24 heures. Alors, comment se passe une nuit de sommeil? Parce que c'est des choses qui ne sont pas toujours très connues. Alors, je suis désolée, je n'ai pas une souris pour vous montrer les endroits dont je suis en train de parler. Mais j'ai choisi un diagramme avec des couleurs qui permettent du coup de se repérer plus facilement. Donc là, vous avez l'enregistrement d'une nuit de sommeil dans un centre du sommeil. Comment ça se passe? On met des petites électrodes un petit peu partout sur le crâne et ça enregistre les ondes cérébrales du cerveau et ça permet de savoir ce qui se passe pendant la nuit. Donc, vous voyez que sur ce diagramme, il y a des petits pointillés qui interviennent à différents endroits. Une nuit de sommeil, c'est une succession de cycles. C'est ça qu'on ne sait pas toujours. Chaque cycle dure entre 1h30 et 2 heures. C'est variable au cours d'une nuit, c'est variable entre les personnes. Voilà, ça dure entre 1h30 et 2 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque cycle, on se réveille. Quand on est tout jeune, on se rendort dans les microsecondes qui suivent ou les quelques secondes qui suivent à la fin d'un cycle et du coup, on n'en a pas le souvenir le lendemain matin, ce qui fait que l'on croit que les nuits sont continues et qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a des cycles. Plus on avance en âge, plus les réveils peuvent être marqués un petit peu plus. Moi, j'ai 56 ans, je me réveille toutes les nuits pour aller aux toilettes, mais je me rendors après. Donc, il faut savoir que plus le temps passe et plus on peut avoir des réveils un petit peu plus marqués dans la nuit. Ça reste physiologique tant qu'il ne dure pas plus de 20 à 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, ça commence à devenir anormal et il faut se poser des questions pour trouver des solutions. Donc ça, c'est un point important. Donc, si votre sommeil est entrecoupé de réveils quand vous avez dépassé, je dirais, 45-50 ans, ça reste normal si vous vous rendormez rapidement. Si vous ne vous rendormez pas rapidement, il faudra penser à consulter. Alors, comment se passe cette nuit de sommeil? Donc, le orange, ce sont les réveils. Donc là, on peut voir qu'il y a des réveils qui sont marqués un petit peu plus. Donc, on démarre à gauche avec l'éveil avant de s'endormir. Et on voit qu'ensuite, on passe dans une petite bande bleu ciel.
c'est ce qu'on appelle le sommeil léger. Donc, c'est le temps d'endormissement. On est dans un sommeil dont on peut sortir assez facilement. S'il y a des bruits extérieurs ou de l'éclairage plus fort, s'il y a des stimuli divers et variés, on peut sortir assez rapidement de ce sommeil. Et ensuite, on passe dans la bande grise, ce qu'on appelle le sommeil profond. Comme son nom l'indique, c'est un sommeil dont il est beaucoup plus difficile de sortir et c'est un sommeil qui est très récupérateur. Ensuite, on a à nouveau une petite bande bleu ciel, donc on a un petit peu de sommeil léger et on finit le cycle avec le bleu marine qui est le sommeil paradoxal ou le sommeil des rêves. Le deuxième cycle, il est assez similaire et on voit par contre qu'on a un petit peu plus de sommeil paradoxal. Le troisième cycle, on commence à n'avoir pratiquement plus de sommeil profond, il est vraiment diminué. Par contre, le sommeil paradoxal prend de plus en plus de place pour voir ensuite sur les cycles de la deuxième partie de la nuit, plus du tout de sommeil profond, mais le sommeil paradoxal qui vraiment prend de plus en plus de place. Alors, vous avez peut-être entendu dire, c'est le sommeil d'avant minuit qui est le plus important. C'est une phrase qui est vraiment véhiculée très souvent. Alors, c'est un abus de langage. C'est pas avant minuit 0 heure, c'est avant minuit, le milieu de la nuit. Donc, mi-nuit. Et avec ce que je viens de vous montrer, en fait, l'explication est très simple. C'est que sur la première partie de la nuit, on a du sommeil profond. Sur la deuxième moitié de la nuit, on n'en a plus. Et le sommeil profond, on va le voir, a un rôle très particulier. Et donc, comme il n'y en a plus après, c'est vraiment ce sommeil-là qu'il faut essayer de préserver au maximum. Le sommeil paradoxal, il y en a tout au long de la nuit. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport au cycle du sommeil. Alors, maintenant, on va voir les spécificités individuelles. On n'est pas tous égaux face au sommeil. Et il y a deux grands types de catégories de spécificités. La première, c'est ce qu'on appelle le chronotype. Vous avez tous repéré sans doute qu'il y a des personnes qui sont plutôt du matin. Ça veut dire qu'elles se réveillent assez tôt, mais que le soir, elles ont du mal à tenir dans la soirée. C'est à peu près 25% de la population. Il y a d'autres personnes qui, au contraire, sont plutôt du soir, donc elles se réveillent plus tard, mais elles tiennent beaucoup plus tard dans la soirée. C'est également 25% de la population. Et puis, il y a les gens que l'on appelle intermédiaires. En fait, ils sont indifférents. Ils s'adaptent aussi bien au matin qu'au soir. Et c'est la moitié des gens. Alors, c'est vrai que c'est plus sympa d'être dans la catégorie intermédiaire parce que du coup, c'est plus souple pour nous. On peut s'adapter plus facilement. Malheureusement, on est comme ça et on ne peut pas choisir la catégorie à laquelle on appartient. Donc, c'est important de le repérer parce que ça définit quand même certains besoins et donc un rythme qu'il faut essayer de respecter dans la mesure du possible par rapport à nos activités. C'est aussi important de le savoir, par exemple, par rapport au choix d'un métier. Une personne qui serait du matin, qui choisirait un poste de veilleur de nuit, elle serait en décalage permanent, elle serait en jet lag permanent, elle serait en train de somnoler tout le temps, elle serait vraiment très mal tout le temps. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même repérer, c'est important. La deuxième spécificité individuelle que l'on repère avec le sommeil, c'est le besoin que l'on a en termes de nombre d'heures par nuit. Et là encore, il y a 3 grandes catégories. Donc, il y a ce qu'on appelle les courts dormeurs, qui ont besoin de moins de 6 heures par nuit. Et un des exemples les plus connus pour nous, c'est Monsieur Macron. Avec 4 heures de sommeil par nuit, il pète la forme. Il faut savoir que c'est à peu près 2% de la population. Donc, ils ne sont pas très nombreux. Mais il y a beaucoup de chefs d'État qui rentrent dans cette catégorie. Barack Obama en fait partie. Churchill en faisait partie aussi. Donc, voilà, il y a souvent des chefs d'État. Parce que, du coup, ils ont beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler. La majorité des gens sont dans la catégorie des moyens dormeurs. Donc, cette catégorie-là, ce sont des personnes qui ont besoin d'entre 6 et 9 heures de sommeil par nuit. Et la dernière catégorie, ce sont les longs dormeurs à qui il faut plus de 9 heures par nuit. Et pour eux, c'est difficile parce que quand il faut arriver à concilier le temps de travail, le temps en famille, les activités externes et puis sociales, ce n'est pas toujours facile de caler tout ça quand il faut préserver ces 9 heures de sommeil. Donc, comme je vous le disais, ces 2 types de spécificités, elles sont prédéfinies au niveau génétique. On est comme ça et on reste comme ça toute sa vie. Il peut y avoir des petits ajustements, notamment au niveau du besoin de sommeil en vieillissant,
Mais ce n'est pas majeur, on ne passe jamais de long dormeur à court dormeur, on ne change pas de catégorie, on reste toujours dans une catégorie. Et donc, ça définit les rythmes auxquels on doit se soumettre. Ce n'est pas un mot sympathique, mais malheureusement, notre corps, il est constitué comme ça, donc il faut être à son écoute et respecter ses rythmes pour que les choses se passent bien, pour qu'on reste en bonne santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'âge, le temps de sommeil de nuit diminue un petit peu, notamment les personnes âgées, souvent font la sieste dans la journée et du coup, ça réduit leur temps de sommeil pendant la nuit. Mais le temps global, à peu près à 1 heure près, est en général préservé. Alors, à quoi ça sert le sommeil? Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel j'insiste vraiment. Il faut savoir que c'est vraiment un besoin vital, ça n'a pas été inventé pour nous embêter. Et il est nécessaire de respecter son besoin de sommeil pour être à 100 de nos capacités à la fois physiques et psychiques. Si on est en dette de sommeil, on n'est jamais à 100 de ses capacités. Et on a aussi besoin de respecter et d'être à 100 enfin, de respecter son besoin en sommeil et de limiter la dette de sommeil au maximum pour rester en bonne santé. Pourquoi? Voilà ce qui se passe pendant la nuit, pendant les 2 types de sommeil que je vous ai décrits, qui sont les plus importants. Chacun, donc le sommeil profond et le sommeil paradoxal, représentent 20 de la nuit. Pendant le sommeil profond, ce qui se passe, c'est surtout de la récupération au niveau physique. Quand on fait du sport, on a nos muscles qui se restaurent pendant la nuit. On recharge nos réserves métaboliques au niveau des lipides, des glucides. On a la régulation de la température qui se fait également pendant la nuit. La fabrication des anticorps, donc en période de pandémie, c'est important de préserver ce sommeil. On a tout un tas de sécrétions hormonales qui se font également pendant la nuit. Et autre point majeur, pendant la journée, pendant que notre cerveau fonctionne, il consomme du glucose et puis du coup, il élimine un certain nombre de déchets et de toxines qui sont éliminés pendant le sommeil lent profond. Et si on n'a pas suffisamment de sommeil lent profond, si on est en dette de sommeil, au bout d'un certain temps, si c'est chronique, il est possible que les substances toxiques qui s'éliminent normalement pendant le sommeil profond restent dans le cerveau et au bout d'un moment, elles peuvent se fixer à certains endroits et ça peut être la cause de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quand même un petit peu ballot de ne pas dormir le temps qui nous est nécessaire parce que ça peut avoir vraiment des conséquences importantes. Le sommeil paradoxal, lui, il a plus un rôle de récupération au niveau psychique, psychologique. C'est le moment pendant lequel se fait toute la mémorisation des choses qu'on a pu voir dans la journée, le classement des idées pour pouvoir les remobiliser le moment venu quand on en a besoin. Le sommeil paradoxal permet aussi l'équilibre psychologique avec la gestion du stress, de l'anxiété et l'atténuation des mauvais souvenirs. Vous avez peut-être repéré que quand on a vécu quelque chose de particulièrement pénible, quand c'est récent, on s'en souvient comme si c'était hier, mais quand l'événement date d'il y a déjà plusieurs mois ou plusieurs années, c'est beaucoup moins pénible. Le côté pénible s'est estompé. C'est un processus qui se passe pendant le sommeil paradoxal, qui fait que ces souvenirs s'atténuent dans le temps pour éviter qu'on tombe en dépression, parce qu'il y a des gens qui ont des vies particulièrement difficiles. Et du coup, il y a un processus naturel qui nous permet d'éliminer, enfin, en tout pas d'éliminer, d'atténuer. Ils ne disparaissent pas, mais le côté pénible de ces souvenirs disparaît, lui, enfin, s'atténue dans le temps. Et ça nous permet, du coup, de rester psychologiquement le plus stable possible, sous réserve qu'on ne soit pas confronté à trop de choses désagréables. Alors, voilà la petite partie théorique, donc c'était quand même court. Maintenant, je vais passer au pratico-pratique parce que je pense que c'est ça que vous attendez aussi. Donc là, je vais vous partager les 10 règles principales d'hygiène du sommeil qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de votre sommeil. C'est à la fois les choses qui le favorisent et les choses qui le pénalisent pour que vous puissiez ajuster vos habitudes par rapport à ce qui va convenir. Le premier point, c'est l'environnement. Si l'environnement n'est pas favorable, on ne va pas bien dormir. Alors, qu'est-ce que c'est un environnement favorable? Déjà, c'est d'avoir une chambre au calme. Donc, si vous avez du bruit, que ce soit votre conjoint qui ronfle ou que ce soit vous habitez à côté de la voie ferrée, voilà, n'hésitez pas à mettre des bouchons d'oreilles parce que si vous n'êtes pas au calme, le sommeil sera de toute façon de moins bonne qualité et vous risquez aussi d'avoir du mal à vous endormir. Le deuxième point, c'est l'obscurité.
il faut idéalement dormir dans une pièce qui est totalement obscure, où la lumière est occultée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les paupières, vous avez dû repérer que quand on dort, ou en tout cas quand on ferme les paupières, si on est dans un environnement lumineux, on sait au travers des paupières, la lumière filtre et on sait qu'on est dans un environnement lumineux. Alors que quand on est dans un environnement obscur, ben, on voit du noir au travers des paupières et du coup, ben, ça veut dire que les paupières sont capables, enfin il y a des capteurs au niveau de la rétine qui captent la lumière même au travers des paupières. Et donc si on n'est pas dans l'obscurité totale, eh bien le sommeil, pareil, risque d'être de moins bonne qualité. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas ou des rideaux ou des volets qui occultent suffisamment la lumière, à mettre un masque de nuit. Moi, j'ai toujours dans ma trousse de toilette, quand je pars en déplacement ou quand je pars en vacances, j'ai toujours le masque de nuit, les bouchons d'oreilles, parce qu'on ne sait jamais dans quel environnement on va tomber. Et très souvent, en vacances, bah, des fois, il y a des stores. Les stores, ça n'occulte rien du tout. Et du coup, moi, l'été, je suis réveillée à 5 heures du matin si je ne mets pas mon masque de nuit. Donc, l'obscurité est vraiment très importante. Le troisième point, c'est la température de la pièce où l'on dort. Idéalement, il faut avoir une pièce qui ne dépasse pas 18 à 20 degrés. Donc là, on commence à remettre le chauffage. Donc, il ne faut pas que la chambre soit plus chaude ou aussi chaude que le reste du logement. Il faut au contraire une température un peu plus fraîche. Et il y a une raison très simple à cela, c'est que la température du corps doit diminuer pour que l'endormissement puisse arriver. Et c'est pour ça aussi que quand on est en période de canicule, on se rend compte que c'est très, très difficile de s'endormir parce qu'il y a de la surchauffe autour de nous et le corps, il n'arrive pas à descendre en température. Et le dernier point, c'est la literie. La qualité de la literie a un impact majeur. Si vous avez un mauvais matelas, un mauvais sommier, de mauvais oreillers, eh bien, vous vous réveillez courbaturé, voilà. Et donc, la nuit n'est pas réparatrice. Donc, il faut penser à changer les lits, enfin le matelas, le sommier, on dit maximum 10 ans. Après, ça dépend de la qualité de ce que vous avez acheté comme literie. Et puis les oreillers, on dit qu'il faut en changer à peu près tous les 2 ans parce qu'on transpire de la tête. On bave aussi quand on dort, hein, souvent on a la bouche ouverte, c'est pas très glamour, mais c'est une réalité. Donc il y a plein de fluides qui s'accumulent dans l'oreiller et donc c'est quand même plus sain d'en changer au moins tous les 2 ans. Alors, autre point très important, c'est l'exposition à la lumière naturelle. Idéalement, il faut s'exposer tous les jours au moins une demi-heure à la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on s'expose à la lumière, on a des capteurs dans la rétine qui sont différents des cellules visuelles, donc d'autres cellules qui captent la lumière et c'est en captant cette lumière, il y a des récepteurs particuliers, ça va induire la fabrication de la mélatonine. Et donc, si on n'est pas suffisamment exposé à la lumière, on risque de ne pas fabriquer suffisamment de mélatonine. Cette mélatonine, donc, quand on est exposé à la lumière, elle se stocke après dans certaines cellules et elle est resécrétée le soir pour induire le sommeil. Alors, on arrive bientôt à l'hiver. Trouver une demi-heure pour aller à la lumière naturelle, c'est pas forcément facile tout le temps. Des fois, on sort le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait nuit, on n'est pas sorti le midi, c'est compliqué. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser des lampes de luminothérapie qui génèrent du coup une intensité lumineuse proche de la lumière naturelle. Alors j'insiste sur la lumière naturelle parce que la lumière artificielle n'a pas du tout la même qualité, elle est beaucoup moins intense. Et des gens qui restent toujours dans un bureau, la lumière peut ne pas être de bonne qualité et du coup la fabrication de mélatonine peut être insuffisante. Donc les lampes de luminothérapie sont très intéressantes pour ça l'hiver. En particulier, il y a des personnes aussi qui souffrent de dépression saisonnière, donc ils sont particulièrement sensibles au fait qu'on a des journées beaucoup plus courtes et on est beaucoup moins soumis à la lumière pendant la journée. La période d'exposition est beaucoup plus courte. Et du coup, il y a des gens qui sont plutôt déprimés l'hiver à cause de ça. Donc, la luminothérapie est géniale dans ce cas-là, parce que vraiment, ça apporte la quantité dont on a besoin. Alors, ma recommandation pour ces lampes-là, c'est donc choisir une lampe qui fait 10 000 lux, donc ça, c'est l'intensité lumineuse, pendant une demi-heure. Ce sont des lampes qu'il faut mettre donc plutôt en biais sur la table. On ne les regarde pas directement, elles sont sur le côté. On va qu'à nos occupations. Moi, il m'arrive des fois de prendre mon petit déjeuner devant cette lampe. On la met à peu près à 50 cm. On peut lire, on peut travailler avec une lampe de luminothérapie sur son bureau. Si vous n'achetez pas une lampe qui fait 10 000 lux, si c'est une lampe de 5 000 lux, il faudra multiplier par 2 la durée d'exposition
C'est pour ça que je recommande une lampe à 10 000 lux. Parce que bon, après, on n'a pas tout. Si on fait ça à la maison avant de partir, on n'a pas toujours 1 heure devant soi. Par contre, il y a des recommandations importantes. Il faut que la lampe, il ne faut pas choisir le plus bas prix. Il faut que la lampe ait un marquage CE, c'est-à-dire un agrément européen, parce qu'il y a plein de choses qui sont, enfin plein d'appareils qui sont fabriqués en Chine qui n'ont pas le marquage CE. Du coup, vous allez être soumis aux UV et aux infrarouges, au niveau des yeux, de la peau, etc. C'est super mauvais. Donc, choisissez pas forcément le haut de gamme, mais le marquage CE, c'est important. Et il y a également des contre-indications pour ces lampes, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de rétine, donc les personnes diabétiques, et puis d'autres personnes, la DMLA, etc. Et également les personnes qui souffrent de bipolarité, ça peut entraîner une phase maniaque. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez des pathologies, parlez-en à votre médecin au préalable avant d'investir dans ce matériel pour ne pas risquer de vous retrouver dans les contre-indications. Le troisième conseil, c'est d'avoir des rythmes les plus réguliers possibles. Donc, c'est en lien avec les donneurs de temps dont je vous parlais tout à l'heure. Plus on a des rythmes réguliers, plus notre horloge, elle repère où on en est dans la journée. Et entre l'horaire de lever et de coucher, le plus important, c'est l'horaire de lever. Il doit être le plus régulier possible, tant au niveau de la semaine que du week-end. C'est-à-dire que se lever en semaine à 6 heures et faire la grasse matinée jusqu'à midi le week-end, c'est le meilleur moyen de se générer des problèmes de sommeil parce qu'il y a un trop grand décalage. Idéalement, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 heures d'écart entre l'heure à laquelle on se lève la semaine et l'heure à laquelle on se lève le week-end. Parce que plus vous allez vous lever tard le week-end, plus vous allez décaler votre heure d'endormissement de la nuit suivante. Donc le samedi, ce n'est pas très grave parce que du coup, vous avez le dimanche matin après qui suit. Mais du coup, si vous refaites la grasse matinée parce que vous avez décalé votre heure d'endormissement le samedi, vous allez redécaler votre endormissement le dimanche soir. Et du coup, le lundi matin, vous allez démarrer avec une dette de sommeil. Donc, ce que vous avez récupéré le week-end en faisant la grasse matinée, vous le reperdez tout de suite après. Donc, il vaut mieux dormir un petit peu moins et faire éventuellement une petite sieste très courte pour garder de l'énergie l'après-midi, plutôt que de faire une grosse grasse matinée et de tout pénaliser. Les horaires des repas, on en a parlé aussi, c'est un autre donneur de temps. Donc, plus on a des rythmes réguliers, plus notre horloge est bien calée. Le quatrième conseil, c'est de pratiquer régulièrement une activité physique. Alors, ça présente l'intérêt, quand on fait du sport, on évacue le stress, on se change les idées. Quand on le fait à la lumière du jour, donc la course, de la marche, il n'y a pas besoin de faire un truc super intense, il suffit de se promener dehors, c'est suffisant. On peut faire du vélo, après il y a d'autres sports qui se pratiquent dehors. Du coup, dans ce cas-là, on a le double effet qui se coule de l'activité physique à la lumière naturelle. Le sport améliore la qualité du sommeil parce qu'on sécrète certaines hormones qui vont favoriser un bon sommeil. Ma petite recommandation, malgré tout, c'est qu'il faut éviter de pratiquer un sport dans les 2 heures qui précèdent l'heure du coucher, parce que dans ce cas-là, on va augmenter la température corporelle. Et comme on a vu que pour s'endormir, il faut abaisser la température corporelle, les gens qui font du sport trop tard, quand ils en font dans les 2 heures qui précèdent le coucher, ils ont souvent du mal à s'endormir parce que justement, la température est difficile à faire baisser. Et le théâtre et la chorale ont le même effet parce que ça augmente, voilà, on est à fond dans son truc et du coup, on augmente la température corporelle. Alors, le soir, il faut éviter de manger trop tard, c'est-à-dire qu'il faut idéalement 2 heures d'écart entre le repas et le coucher pour éviter de tomber en plein dans la digestion, parce que du coup, dans ce cas-là, la qualité du sommeil va être de mauvaise qualité. Il faut préférer des repas légers, donc on évite les protéines et les graisses le soir. Et on limite aussi la prise d'alcool, parce que l'alcool, c'est un faux ami. Il désinhibe, donc il peut favoriser l'endormissement, mais c'est un excitant. Et du coup, on le paye sur la deuxième partie de la nuit, parce que ça diminue la sécrétion de mélatonine, ça entraîne un sommeil de mauvaise qualité et haché, on a plus de réveil. Vous vous rappelez sûrement que les fois où vous avez bu plus que d'habitude, la nuit, elle n'est pas terrible et le matin, au réveil, ce n'est pas terrible non plus. Donc, c'est un faux ami. Alors, on continue dans les choses désagréables. Le tabac est également un ennemi du sommeil, et particulièrement le soir. Donc, si vous pouvez arrêter le tabac,
c'est idéal. Si c'est plus difficile pour vous, limitez la quantité de cigarettes le soir parce qu'en fait, alors lui, il a tout faux avec le sommeil. Il augmente le temps d'endormissement, il augmente le nombre de réveils nocturnes, il rend le sommeil moins profond. Donc, il dégrade le sommeil sur tous les plans. Donc, c'est vraiment compliqué. Le troisième conseil, c'est de limiter la prise de boissons excitantes dans la mesure du possible. Alors, tout le monde sait que le café, ça pénalise le sommeil. Mais en général, ce qui circule, c'est il ne faut pas prendre de café après 16 heures. Oui, mais si on prend 4 cafés le matin, eh ben, on est sous perfusion de caféine. Et le problème, c'est que la caféine, elle s'accumule dans l'organisme à chaque prise pour s'éliminer très lentement. Le temps d'élimination de la caféine, c'est 6 à 9 heures pour éliminer la moitié de la dose que l'on a consommée. Donc, si vous prenez un café le matin au petit-déj, vous en reprenez un à 10 heures, vous en reprenez un à midi et vous en reprenez un à 14 heures, vous avez pris vos cafés avant 16 heures. Mais ça veut dire que 9 heures après, quand ça sera l'heure d'aller vous coucher, vous aurez encore la moitié de votre dose dans le sang. Donc, vous serez en incapacité de dormir. Donc, pas après 16 heures, mais pas trop non plus le matin. De toute façon, après 3 tasses, vous êtes au maximum de la captation possible par les récepteurs. Donc, toute prise supplémentaire ne vous apporte pas d'éveil supplémentaire. Par contre, la concentration sanguine continue à s'élever. Et vous l'éliminez encore plus longtemps. Et du coup, ça va être plus compliqué. Donc, faites-vous plaisir au petit déjeuner. Prenez-en un autre éventuellement dans la matinée. Et puis après, vous passez au déca, au rooibos, aux tisanes, à l'eau, à ce que vous voulez. Mais plus de café, plus de caféine. Donc, pas non plus de soda type Red Bull et autres sodas excitants. Le 8e point, c'est les écrans. Vous avez tous entendu parler des écrans. Ils génèrent de la lumière bleue qui bloque la sécrétion de la mélatonine. Alors, quand on parle d'écran, on parle des écrans qui sont près des yeux, c'est-à-dire les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. Il n'y a pas de problème avec la télé. En général, elle est vraiment située très loin. Et du coup, la lumière bleue qu'elle dégage, le temps qu'elle arrive à notre rétine, elle est vraiment très faible en intensité et du coup, ça n'a pas d'impact. Par contre, mon autre recommandation par rapport aux écrans, c'est d'éviter de les laisser dans votre chambre la nuit, sur votre table de nuit, parce que ça dégage des ondes. Et les ondes, ce n'est pas bon pour le cerveau. Donc, toute la journée, on est avec notre téléphone. Donc, si on peut avoir un moment où notre téléphone il est libéré des ondes, c'est quand même beaucoup mieux pour lui. Il récupère aussi pendant ce temps-là. Donc, moi, c'est ma recommandation. Le point suivant, c'est de se ménager un sas de décompression au moins 1h30 avant d'aller se coucher. Alors, qu'est-ce que c'est un sas de décompression? En fait, le cerveau, il ne fonctionne pas comme un interrupteur pour accueillir le sommeil. Ce n'est pas allez hop, j'éteins mon ordinateur, je vais me coucher. Il a besoin d'1h30, grosso modo, pour descendre en pression et pour pouvoir accueillir le sommeil. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter les écrans aussi pour ça. Il n'y a pas que la lumière bleue, mais toute activité où votre cerveau est vraiment sollicité de façon plus intense. Il faut faire des activités calmes, donc la lecture, écouter de la musique douce, la télé fait partie des activités calmes aussi, mais pas le solliciter trop, parce que sinon, au moment d'aller vous coucher, vous ne serez pas en capacité de vous endormir, il ne sera pas redescendu suffisamment en pression. Et le dernier conseil, qui n'est pas des moindres, c'est d'évacuer le stress par tous les moyens possibles au fur et à mesure de la journée. Le stress, vous savez que si vous êtes stressé, vous n'allez pas vous endormir, vous allez ruminer vos problèmes et ce sera très difficile. Donc, il y a plein de moyens d'évacuer le stress. Le sport, on en a parlé. La cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration qui est vraiment très intéressante, que vous pouvez retrouver sur les 2 applications que j'ai mentionnées juste après. Respire Relax, qui est entièrement gratuite et donc vous pouvez après modifier vos paramètres. Il y a Petit Bambou, c'est gratuit pendant 1 mois et après c'est payant. Mais Petit Bambou, vous avez aussi de la relaxation, de la méditation, peut-être des exercices de sophrologie, je ne suis pas sûre. Donc, c'est un peu plus large. Ça vous permet éventuellement de vous familiariser avec des exercices qui vous conviennent et puis au bout d'1 mois, vous arrêtez et vous n'avez pas à payer. Et puis, il y a des lunettes dont je vais vous parler un tout petit peu après, qui sont des lunettes de luminothérapie et qui permettent de faire de la relaxation guidée aussi et d'évacuer le stress, mais je vous en parle un petit peu après. 2e point par rapport au stress, c'est de ne pas écouter ni regarder les informations. Ça, c'est mon avis. Moi, j'ai arrêté. Le Covid, c'était du rabâchage d'informations négatives en permanence pour bien nous
rendre bien anxieux, bien nous foutre la trouille. On absorbe toutes ces énergies négatives. En plus, le soir, on écoute souvent le soir plutôt que dans la journée, donc pas très loin du coucher. Donc voilà, bien absorber toutes les ondes négatives et on va se coucher avec tout ça. Et parce que les informations positives dans un journal télévisé, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, ma recommandation, c'est d'arrêter de les regarder, de les écouter, hein, quel que soit le média. Moi, je ne les regarde plus et honnêtement, je m'en porte très très bien. J'ai su que la reine d'Angleterre était morte 2 jours après le jour où c'est arrivé. Ça n'a pas changé ma vie. De toute façon, les infos majeures, vous les avez. Mais si vous restez scotché aux infos, ben, ça risque de vous générer un mal-être de toute façon. On absorbe des choses négatives. Je pense qu'on a tous besoin, dans une période où soit c'est la pandémie, maintenant il y a la crise économique, il y a déjà suffisamment de choses difficiles à gérer. Donc, il vaut mieux s'imprégner de choses très positives. Et justement, c'est le 3e point. Prenez régulièrement du temps pour vous faire du bien. Faire des choses qui vous font plaisir, pour vous apaiser, pour vous chouchouter, parce qu'on en a besoin. Et souvent, on passe après tout, et c'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas le temps. Donc, de la lecture, ça dépend ce qui vous plaît. Vraiment, faites des choses qui vous font plaisir. Écoutez ou jouez de la musique, vous faire masser par quelqu'un, vous faire un automassage, vous promener dans la nature. La reconnexion à la nature, ça apporte vraiment du bien-être. Prendre un bon bain, ça aide aussi à se relaxer, à détendre les tensions et rire. Alors, vous allez me dire, bah, si je n'ai pas d'occasion de rire dans la journée, comment je fais? Eh bien, moi, je vous recommande d'aller sur YouTube. Il y a des petites vidéos de fou rire dans le métro. Ça dure 2 minutes 30. Il y a un monsieur qui rentre dans le métro. Il se met à rigoler. Alors, tout le monde le regarde un peu bizarrement au début en disant, mais lui, il est complètement fêlé. Et puis, en fait, on a des neurones miroirs. Et du coup, tout le monde le regarde et puis commence à sourire et puis à rire et il fait rigoler tout le wagon. Et vous, ben, vos neurones miroirs, ils fonctionnent aussi. Vous regardez ça, vous avez la patate, la banane, ça fait un bien fou. Et donc, bah, tout le monde a 2 minutes 30 par jour à consacrer à ça. Donc, moi, c'est mon truc, mais prenez ce qui vous plaît. C'est pas forcément le fou rire, ça peut être d'autres choses. Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous met en joie, c'est à user et à abuser aussi souvent que possible pour absorber du positif. C'est très important. On a fini voilà, avec l'hygiène du sommeil. Donc maintenant, je vais passer à la partie insomnie pour entrer un tout petit peu plus dans cette partie qui touche beaucoup les personnes qui sont atteintes de cancer. Alors d'abord, une première définition, parce qu'il y a 4 points pour considérer qu'une personne souffre d'insomnie. Le premier point, ce sont des symptômes que l'on a au niveau du sommeil. Ça peut être soit des difficultés à s'endormir de plus d'une demi-heure, soit des réveils au cours de la nuit avec du mal à se rendormir de plus d'une demi-heure, soit des réveils précoces, c'est-à-dire au petit matin, mais 1 à 2 heures avant le réveil et puis on n'arrive pas à se rendormir. Et enfin, dernière possibilité, l'impression de ne pas dormir. On peut avoir un seul de ces symptômes, 2, 3 ou les 4. Et puis, ça peut dépendre des nuits. Certaines nuits, on en a 1, il y en a d'autres, on en a 3. Ça peut être variable. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir ces symptômes plus de 3 nuits par semaine. Le troisième point, c'est avoir des retentissements en journée, donc des problèmes de concentration, des troubles de l'humeur, on devient plus irritable, on supporte moins les choses, on s'énerve plus facilement, de la fatigue ou de la somnolence, des problèmes de mémoire, voilà, enfin des effets négatifs en journée. S'il n'y a pas d'effets négatifs en journée, ce n'est pas de l'insomnie. Et le dernier point, il faut être dans un environnement favorable. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut que l'obscurité soit présente, que la chambre soit au calme et que la température soit fraîche. Si les 3 critères d'environnement ne sont pas corrects, il faut déjà commencer par agir là-dessus et ça peut tout simplement régler votre problème. Et donc, on considère qu'on souffre d'insomnie quand les 4 critères sont remplis. Et on parle d'insomnie chronique quand l'insomnie s'est installée depuis plus de 3 mois. Alors, comment ça marche l'insomnie? Spielman a proposé un modèle avec 3 types de facteurs. En général, donc, il y a des facteurs prédisposants qui peuvent être d'ordre génétique. Il y a des gènes de l'insomnie, donc il y a des familles d'insomniaques. Et ça, voilà, on hérite de ce dont on hérite. Les femmes sont plus sujettes à l'insomnie que les hommes. C'est avéré, c'est prouvé statistiquement. Les personnes qui ont une tendance anxieuse sont aussi plus prédisposées à souffrir d'insomnie.
Certaines histoires personnelles particulièrement difficiles prédisposent également, et certaines fragilités particulières aussi. Puis bon, il peut y avoir d'autres critères, mais c'est déjà un exemple, une série d'exemples. Ensuite, quand on a un facteur prédisposant, ce n'est pas pour ça qu'on souffre d'insomnie. Il faut qu'il y ait un facteur ou des facteurs précipitants. Et là, des événements de vie difficiles peuvent provoquer le départ d'une insomnie, mais ça peut être aussi des événements qui ne sont pas forcément difficiles. Un déménagement, on peut déménager dans un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus sympa, mais ça change les rythmes, ça change les habitudes et ça peut perturber le sommeil et provoquer, sur une courte période, des insomnies. Le stress, bien évidemment, provoque des insomnies. Certaines maladies, et le cancer est connu pour effectivement générer des insomnies, mais on a la dépression, on a d'autres maladies qui sont souvent associées à l'insomnie. Les changements de rythme, on l'a vu avec le Covid, les gens avec le télétravail ont complètement décalé leur heure de coucher, leur heure de lever parce qu'ils n'avaient plus le temps de trajet et ça générait beaucoup d'insomnie. La prise de certains médicaments aussi. Et comme le disait Laure, il y a certains traitements anticancéreux dont l'effet secondaire majeur est également l'insomnie. Certains corticoïdes aussi sont source d'insomnie. Et une fois que donc l'insomnie a pu arriver, pour qu'elle s'installe, il faut aussi qu'il y ait un facteur pérennisant. Donc les choses s'installent dans la durée. Donc facteurs psychologiques, des facteurs comportementaux et environnementaux qui vont faire que l'insomnie va s'installer dans la durée. Alors, l'insomnie, c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Donc, on prend le schéma que je vous présente là, en bas, vous voyez les conséquences. Quand on commence à avoir des problèmes de sommeil, on a des symptômes en journée qu'on vient de voir, de la fatigue, on peut avoir les performances qui sont diminuées, on est plus irritable, on a des répercussions sociales, on n'a pas envie de sortir la semaine parce qu'on a peur d'aggraver la fatigue, des problèmes de concentration, de mémoire, etc. Donc, ces conséquences négatives, s'ils commencent à durer un petit peu, on va avoir envie spontanément d'aller trouver des petits moyens pour régler le problème tout seul. Et donc, c'est là qu'on tourne vers la droite, on remonte en haut à droite. On va mettre en place des petits moyens. Le problème, c'est que quand on ne sait pas comment fonctionne le sommeil, les petits moyens qu'on va mettre en place, le plus souvent, ils vont aggraver ou en tout cas maintenir le problème. Ils vont l'entretenir. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que ces petits moyens ? Déjà, les somnifères, on les prend du coup le matin. Souvent, on est dans le pâté. Donc, après, on va prendre quelque chose pour nous éveiller. On va prendre du café. Puis après, on va prendre des somnifères parce qu'on ne dort pas. Et bref, on se fait un petit cercle vicieux tout seul. Il y a aussi le fait de se dire, par exemple, on est particulièrement fatigué, on a passé une super mauvaise nuit. Donc, on dit ce soir, je vais me coucher à 9h30. D'habitude, normalement, je me couche à 23h. Ce soir, je me couche à 9h30 parce que si je peux récupérer 1h30 de sommeil, ça sera super. Mais si votre heure, c'est 23h, en vous couchant à 21h30, vous allez tourner et virer dans votre lit parce que ce n'est pas votre heure. La pression de sommeil dont je vous ai parlé au début ne va pas être suffisante. Vous allez bien vous énerver et à 23h, quand ce sera votre heure, vous serez en incapacité totale de vous endormir parce que vous serez trop énervé. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, ils sont listés là dans le tableau, la grasse matinée, les siestes, etc., les longues siestes dans l'après-midi. Donc, tout ça fait que du coup, on installe encore plus l'insomnie dans la durée. Et alors, ça va générer le fait qu'on va développer des croyances négatives ou des pensées dysfonctionnelles par rapport au sommeil, du genre, je vais encore mettre 3 heures à m'endormir, demain, je vais être un vrai zombie. Toutes ces pensées négatives que l'on peut avoir, c'est en fait des injonctions qu'on envoie à notre subconscient, sans le vouloir, bien sûr. Et du coup, malheureusement, notre subconscient, c'est un gentil petit soldat. Quand on lui dit « je vais encore mettre 3 heures à m'endormir », lui, il prend ça pour un ordre, et donc il va bien vous obéir, et vous êtes sûr que vous n'allez pas vous endormir dans les 3 heures qui suivront votre coucher. Donc, on continue le cercle vicieux, on arrive à une situation où, en fait, on dort peu. Néanmoins, on a besoin de tenir notre journée, donc on la tient sur les nerfs, et du coup, on est en état d'hyper-éveil. Et ce qui doit arriver arrive. Quand on est en état d'hyper-éveil et sur les nerfs, quand on va se coucher, on est trop énervé, trop tendu, et on ne peut pas s'endormir. Et du coup, voilà, le cercle est bouclé. Et le cercle, il s'auto-entretient comme ça, mais vous voyez, il y a des flèches aussi au milieu. Tout fonctionne dans tous les sens et auto-entretient le cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
il y a une méthode de référence qui existe, qui permet de prendre en charge l'insomnie et qui ne nécessite pas la prise de médicaments. Et c'était ça le gros message qu'on avait envie de vous faire passer ce soir, parce que cette méthode, elle n'est pas connue. Donc, c'est une technique qui est enseignée à la faculté de médecine, mais même de nombreux médecins n'en ont pas connaissance parce que c'est une spécialisation. Et c'est justement la spécialisation que j'ai faite pour ma part. Donc, il faut aussi savoir que cette méthode, c'est le traitement de référence de l'insomnie recommandé par la Haute Autorité de Santé française. Donc, c'est vraiment, c'est pas le truc qui sort du chapeau. Il y a eu plein d'études cliniques qui ont été faites dans le monde entier et ce traitement il est utilisé dans le monde entier aussi. Et il permet d'attaquer le cercle vicieux que je viens de vous présenter de tous les côtés en parallèle. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en attaquant de tous les côtés, on se donne vraiment toutes les chances d'obtenir un résultat satisfaisant, alors que d'autres méthodes comme la sophrologie, l'hypnose, n'attaquent qu'un ou deux piliers. Et du coup, moi, dans mon cabinet, j'ai souvent vu des gens qui avaient testé ces méthodes. Ils me disent, oui, ça marche 3 semaines, et après, ça revient. Oui, parce qu'en fait, on ne s'est pas attaqué à tous les problèmes. En quoi ça consiste concrètement ? Eh bien, on revoit ensemble tous les conseils d'éducation et d'hygiène du sommeil, ce que j'ai pu vous proposer au début. Qu'est-ce qui va le favoriser? Qu'est-ce qui va le pénaliser? Et on traque dans les habitudes de la personne les ajustements qu'il faut faire. On a des techniques de reprogrammation du sommeil avec un agenda du sommeil. C'est un document que la personne remplit tous les jours avec l'heure à laquelle elle se couche, l'heure à laquelle elle s'endort. S'il y a des réveils pendant la nuit, ils sont notés aussi. L'heure à laquelle elle se réveille et l'heure à laquelle elle se lève. Et ça va être un outil de suivi pendant tout l'accompagnement pour voir quels sont ses rythmes exactement, pour permettre aux spécialistes du sommeil de donner des recommandations par rapport au rythme de la personne, quelque chose de physiologique qui correspond à son rythme. Et c'est un outil pour le suivi de tout l'accompagnement qui permet de voir les progrès, les stagnations s'il y en a, et du coup d'ajuster les consignes par rapport à ces résultats. On travaille sur les comportements, donc les choses qu'on a mis en place et qui entretiennent le problème. On travaille sur les pensées dysfonctionnelles, parce que tout ça, ça entretient l'insomnie. Moi, je suis coach et donc j'ai aussi des outils de gestion du stress, de l'anxiété. Et donc, on travaille sur la gestion du stress et de l'anxiété, l'hyper-éveil. Et donc, en travaillant sur ces 4 angles d'attaque, eh bien, on obtient des résultats quand même très, très sympathiques. Et en travaillant à fond, parce que donc moi, en tant que coach, j'ai des outils pour travailler sur la cause, et c'est pour ça aussi que je me suis formée au coaching. Si on ne s'occupe pas de la cause, le problème risque de revenir. Et donc, en s'occupant de la cause, on est beaucoup plus efficace. Alors, un outil que j'ai à mon cabinet, dont je vous ai parlé très brièvement tout à l'heure, ce sont des lunettes. Donc là, vous avez une photo, qui font de la luminothérapie couplée à de la relaxation guidée. C'est une lunette qui s'appelle Psyo. Dans les lunettes, on a la lumière qui clignote. Et dans les branches, on a des programmes audio alors là, il y a des petites oreillettes, mais on peut mettre un casque aussi. Et donc, il y a 3 grands types de programmes possibles. Des programmes de relaxation. Donc, il y a des programmes de gestion du stress, de lâcher prise, spécial sommeil, endormissement et des problèmes quand on a des baisses de morale, qu'on a un déprime un peu, pour vraiment se rebooster, mais aussi donc se détendre. Il y a également des turbo-siestes quand on veut se remettre en énergie l'après-midi. Il y a des programmes de méditation pour ceux qui souhaitent faire de la méditation. Et on a dans nos participants aujourd'hui Marilyn qui a testé ses lunettes, qui les a achetées, qui les utilise régulièrement et qui va pouvoir témoigner. Marilyn que j'ai rencontrée lors d'une autre conférence que j'avais faite pour Patients en réseau, et qui avait été intéressée et qui était venue les essayer à mon cabinet et qui va vous en dire plus après. Je vous propose quelques trucs et astuces aussi de stratégies simples à mettre en place pour l'insomnie, parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à l'insomnie. Donc ça ne s'adresse à vous que si vous avez des problèmes de sommeil. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, vous continuez à faire comme vous voulez. Les règles d'hygiène du sommeil que je vous ai données précédemment, c'est pareil. Moi, des fois, je me couche dans mon lit avec mon smartphone. Alors, je ne devrais pas le dire. Je m'endors comme un bébé. Donc, tant que tout va bien, on fait ce qu'on veut. Mais dès que ça commence à se dégrader, ce sont tous des bras de levier, des clés sur lesquelles vous pouvez agir pour régler le problème. Donc, pour l'insomnie, il y a quelque chose qui est très utile, surtout quand on a tendance à ruminer, c'est de préparer sa nuit en commençant à réfléchir aux problématiques du lendemain, à la journée, la planifier, faire des listes, il y a des choses auxquelles il faut penser, mettre les choses sur le papier ou ailleurs
pour vous éviter que votre cerveau il travaille tout seul pendant la nuit, il vous réveille à 3 heures et là, il vous fait les listes, il vous sort les trucs auxquels il faut penser. Donc, tout ce que vous pouvez mettre sur le papier avant et l'avoir anticipé, ça vous évitera d'être réveillé pendant la nuit. La deuxième chose, c'est d'apprendre à connaître ses besoins et à respecter ses rythmes. Ça veut dire qu'on ne va pas se coucher quand ce n'est pas l'heure, on ne va se coucher que quand les signes d'endormissement sont là. Pas avant, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est quoi les signes d'endormissement? C'est les paupières lourdes, les yeux qui papillonnent, l'ébahement, le refroidissement, puisque pour s'endormir, le corps doit descendre en température, on peut ressentir des frissons. Et puis, on commence à être un petit peu tout mou. Donc, voilà les signes. Après, on n'est pas obligé de les avoir tous. Déjà, dès qu'on commence à bâiller, c'est le premier grand signal quand même. Le marchand de sable est là. Autre chose sur laquelle on peut agir et qui est importante, c'est de réserver le lit au sommeil et à l'intimité exclusivement. Quand on est insomniaque, si on reste de longs moments dans son lit à ne pas dormir, le lit, il est associé au sommeil, mais il est associé à l'insomnie. Et si on fait d'autres choses dans son lit, donc on est avec son téléphone portable, avec sa tablette, on lit. Des fois, le matin, on fait la grasse matinée et puis après, on prend son petit déj dans son lit. Tout ce qu'on fait dans son lit qui n'est pas du sommeil fait que quand on va se coucher, le cerveau, il ne se dit pas « on va se coucher ». Il dit « tiens, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et du coup, il ne va pas nous aider. Donc, pour reconditionner le cerveau à associer le lit au sommeil, il faut réserver le lit juste au sommeil et à l'intimité. Il faut se couvrir si on a froid, parce qu'on ne se peut pas s'endormir quand on a froid. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des couvertures, à mettre des chaussettes si on a les pieds gelés, parce qu'on ne s'endort pas quand on a les pieds gelés. Et ce n'est pas incompatible avec le fait qu'il faille avoir la température qui diminue, parce que tant que la tête est à l'extérieur, c'est la tête qui fait la thermorégulation. Donc, si la tête est dans une pièce fraîche, la thermorégulation se fait par la tête et on peut se mettre sous la couette avec plein d'épaisseur si besoin. Pour les personnes qui ont le cerveau qui travaille la nuit aussi, si malgré les listes et ce que vous avez préparé, vous avez quand même des idées qui vous viennent pendant la nuit, pour éviter de dire « faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie » et vous ne vous rendormez pas, vous avez un petit carnet, un stylo à côté de votre lit, une petite lampe de poche et vous avez une idée, vous la notez, vous éteignez, vous pouvez vous rendormir tranquille et ne plus y penser. Les horaires de lever et de coucher très réguliers, on en a déjà parlé et je vous ai déjà dit, pas de grasse matinée, surtout quand on est insomniaque. Là, par contre, c'est super important. Donc, pas plus de décalage, pas plus de 2 heures de décalage en plus le week-end. On ne se lève pas plus de 2 heures plus tard le week-end et pendant les vacances que la semaine. On peut, pour compenser, faire des siestes, mais des siestes courtes uniquement, c'est-à-dire pas plus d'une demi-heure, idéalement plutôt une vingtaine de minutes, en début d'après-midi, si vous sentez que vous êtes somnolent, que vous êtes trop fatigué. Mettez un réveil, parce que si justement vous ne mettez pas de réveil, vous risquez de partir en sommeil profond. Là, vous partez pour 1h30, 2 ou 3 heures. Des fois, on fait 2 cycles. Vous vous réveillez complètement dans le pâté et du coup, vous n'êtes pas énergisé du tout, donc ça n'est pas récupérateur. Par contre, la sieste courte, si elle fait moins d'une demi-heure, vous restez en sommeil léger et là, c'est réénergisant. Alors, toujours dans l'idée de conditionnement lit égale sommeil, on se lève si on ne dort pas au bout de 10-15 minutes. Donc, si on ne s'endort pas sous 10-15 minutes ou si on se réveille et qu'on ne se rendort pas au bout de 10-15 minutes, on se lève et on fait une activité calme avec peu de lumière et on retourne se coucher quand les signes d'endormissement reviennent. C'est vraiment parce que si vous restez dans votre lit, vous allez tourner virer et de toute façon, vous n'allez pas vous rendormir vite non plus. Donc, il vaut mieux se lever, faire quelque chose de calme et dès que les signaux reviennent, vous vous rendormez alors que vous pouvez rester peut-être 3 heures à tourner virer dans votre lit si vous ne faites pas ça. Mais c'est surtout pour associer lit égale sommeil et pas lit égale insomnie. Et pareil, le matin, si vous êtes réveillé et que vous ne vous rendormez pas dans un délai de 10-15 minutes, levez-vous. C'est toujours la même chose. Alors, si vous avez envie de traîner, vous traînez dans votre canapé parce que ce n'est pas le lit et il n'y a pas de problème. Vous pouvez traîner, mais pas dans le lit parce que vraiment, il faut associer lit égale sommeil. Les insomniaques ont l'habitude de regarder leur réveil pendant la nuit. Alors, quand on le regarde toutes les 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On se stresse un maximum et on ne se rendort pas. Donc, quand on est insomniaque, on ne regarde pas son réveil, on le tourne s'il gage de la lumière.
On ne garde pas les écrans à proximité du lit, je vous l'ai expliqué, pour éviter de baigner dans les ondes et puis d'entendre les notifications des messages aussi, parce que si on s'endort et qu'on a bip, 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 les bips des messages, eh ben, ça nous réveille, c'est un petit peu ballot. Et enfin, évitez d'allumer la lumière pour aller aux toilettes la nuit. Donc, utilisez des petites lampes de poche, mais pas avec des LED super puissantes, pour limiter le blocage de la sécrétion de la mélatonine. Voilà l'une de mes dernières slides. Donc, je voulais vous sensibiliser aux risques qui sont liés à l'insomnie. Elle peut être à l'origine de nombreuses maladies ou de complications si elle s'installe dans la durée. Une insomnie chronique, c'est pas très grave, mais si ça passagère, pardon, c'est pas très grave. Si elle devient chronique, là, il faut vraiment la faire prendre en charge, aller consulter un spécialiste pour éviter des conséquences néfastes qui sont inévitables sur la durée au niveau de votre santé. Et ces conséquences, c'est du diabète, c'est de l'obésité, de la dépression, des risques cardiovasculaires, ça peut être des AVC, de l'hypertension et certains cancers également. Donc, la TCC, donc la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie, qui est la méthode que je vous ai présentée, est vraiment une solution idéale parce qu'elle ne nécessite pas de prendre encore d'autres médicaments. C'est quand même ça qui est sympathique. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver un spécialiste du sommeil? Donc, à part moi, il y en a d'autres en France quand même, heureusement. Donc, en région parisienne, vous avez le réseau Morphée, qui est un réseau de professionnels de santé qui sont spécialisés dans l'accompagnement dans le sommeil. Vous avez donc à la fois des médecins, des psychologues essentiellement, ou des psychiatres. Vous avez dans les régions, parce que le réseau Morphée ne propose des choses qu'en région parisienne, dans les régions, vous avez au niveau des CHU très souvent des centres du sommeil, donc renseignez-vous. Et puis, on peut les trouver soit en tapant sur Google, soit en tapant sur Doctolib. Maintenant, dans Doctolib, il y a la spécialité sommeil qui peut ressortir. Ça peut être spécialiste du sommeil ou somnologue, c'est le terme consacré, mais qui n'est pas forcément parlant pour tout le monde. Par contre, avant de prendre rendez-vous avec un spécialiste du sommeil sur Doctolib, assurez-vous que ces personnes font bien les TCC insomnie. Un pneumologue, il peut être spécialiste du sommeil, mais il ne s'occupe pas de la TCC. Il va s'occuper de repérer si vous avez une apnée du sommeil, de vous appareiller, de vous suivre pour l'apnée du sommeil. Il ne fait pas les TCC. Donc, il faut vous renseigner avant parce que vous risquez d'avoir une déception par rapport à ça. Donc voilà, maintenant, donc j'ai fini de vous présenter tout ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura apporté plein de trucs et astuces pour améliorer votre sommeil. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc là, vous voyez mes coordonnées. Donc j'ai un site web sur lequel vous pouvez trouver un autotest de votre sommeil pour savoir si vous souffrez d'insomnie ou pas, et si c'est une insomnie légère, modérée ou sévère. Et j'ai également un livre blanc que vous pouvez télécharger qui est offert, où il y a des conseils d'hygiène du sommeil que vous pouvez donc télécharger et imprimer si vous le souhaitez. Voilà, je suis à vos dispositions, mesdames, pour répondre aux questions du chat. Merci beaucoup. Alors, on va inviter Marilyn à monter sur scène. Et oui. Elle a dû recevoir une invitation. Comme ça, elle va pouvoir nous faire part de son expérience. Le temps que Marilyn nous rejoigne pour qu'elle nous partage son expérience, c'est toujours très intéressant d'avoir, et en plus c'est l'occasion avec Septembre Turquoise de donner la parole à une de nos chères amies de mon réseau Cancer Gynéco. En attendant qu'elle puisse donc monter sur scène, comme on dit sur cette plateforme, voilà, juste pour déjà te remercier sincèrement Isabelle pour ce topo très, très instructif. On relaie là aussi tous ces liens sur nos différents réseaux parce que le sommeil, comme on l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile pour tout le monde, mais particulièrement quand on est malade ou qu'on est proche. Ça, c'est aussi important de le dire. On a beaucoup de proches sur nos réseaux qui sont, on va dire, dans une sorte de... C'est deux bulles séparées, les patients d'un côté et les proches de l'autre. Et en fait, quand on est proche d'une personne malade, on est aussi souvent très anxieux, on se fait beaucoup de soucis. Donc, c'est aussi très utile. Et donc, bienvenue Marilyn, on est super contente de t'accueillir ce soir. Bonjour. Bonsoir. Merci de m'avoir invitée. Et bon, je tenais aussi à participer pour avoir rencontré Isabelle, pour avoir mes lunettes magiques, qui, grâce à ça, j'ai pu arrêter enfin les somnifères. Je l'emmène partout avec moi quand je suis en déplacement quelques jours, parce que je me dis,
Des fois, dans les hôtels, tu as besoin d'être déconnecté, ou quand je suis hospitalisée, ça c'est primordial parce qu'à l'hôpital, on ne dort jamais. Et c'est mon outil magique. Je l'utilise aussi l'après-midi pour me détendre. Bon, cet été, je l'ai un peu moins utilisé parce qu'il y avait du beau temps, donc j'avais assez de mélatonine pour m'endormir naturellement. Mais là, avec l'automne qui arrive, je le réutilise. Même le matin, quand je suis encore un peu au lit, je me mets un petit programme, ça me booste et après, je passe une bonne journée. Encore merci Isabelle. J'ai renoté des petites astuces que j'avais oubliées. Il y en a certaines que j'ai appliquées, notamment pour la nuit, se lever avec une petite lumière. Ça, je l'utilise encore beaucoup, mais notamment sur pas mal d'autres conseils. Ça fait du bien, une petite mise à jour. Avec grand plaisir. Donc, et du coup, Marilyn, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ces problèmes de sommeil sur mon réseau cancer gynéco, est-ce que tu as l'impression, par rapport à d'autres périodes avec justement les traitements, les chimios, d'autres traitements, d'autres hospitalisations, le stress, tout ça, par rapport à ton expérience, tu vois, entre les conseils qu'on peut mettre en place, ces différents outils, est-ce qu'en gros, ça vaut le coup de s'en occuper et de tester ça? Comment toi, tu le ressens par rapport à ton expérience? Parce que tu as quelques années tu as de la bouteille, on va dire. J'ai de la bouteille en termes d'insomnie, oui. Mais grâce à ça, le fait d'avoir arrêté les somnifères, c'est quelque chose de magique. Et ça, c'est naturel. Et c'est un moment de détente rien qu'à moi. Personne d'autre peut le vivre à ma place. Et ça me fait un bien fou. Alors, il va falloir faire des ateliers découvertes, tous avec ses lunettes, à faire la sieste. Sieste ou d'autres moments de détente. Il y a, voilà, Bon, c'est vrai que le soir, ça fait un bien fou. Il m'arrive de m'endormir avec. Hein. Moi, je l'utilise. Moi, il est à côté de ma table de nuit, hein, parce que c'est pas parce que je suis spécialiste du sommeil que j'arrive toujours à gérer mon stress. Et donc, quand c'est plutôt en cours de nuit, quand j'arrive pas à me rendormir, que j'ai le cerveau qui mouline tout seul, bah pareil, je me mets le casque et les lunettes et voilà. Merci beaucoup, Marilyn. On va prendre maintenant quelques questions qui ont été posées par les différentes personnes. Alors, déjà, est-ce que sieste ou pas sieste, est-ce que c'est quand on est fatigué par les traitements, etc., est-ce que c'est une habitude, tu vois, est-ce que c'est un outil qu'on peut gérer qu'est-ce que tu dirais quand même pour toutes ces personnes qui sont plutôt quand même… la fatigue, c'est le premier symptôme quelque part de tous les patients en traitement pour un cancer. C'est ce sentiment de fatigue, cette sensation qui peut être très invalidante avec certains… Voilà. Donc, comment utiliser l'outil sieste ou petite pause par rapport aux problèmes de sommeil qui peuvent exister? Alors, moi, j'aurais envie de dire… quand on souffre d'insomnie, la grosse sieste, il y a deux siestes. Hein. Il y a la petite sieste flash dont j'ai parlé, et il y a la grosse sieste de récupération. En général, la grosse sieste de récupération, on la propose plutôt aux gens, notamment qui travaillent en horaire de nuit, parce que quand ils rentrent du travail, ils ne peuvent pas dormir une nuit complète, et c'est bien de faire une sieste un peu longue, enfin, d'un cycle, juste avant de partir travailler pour éviter d'être somnolent et voilà, d'être efficace à son travail. Et de s'endormir au volant aussi, accessoirement. Ça, c'est vraiment des siestes de récupération quand on a une dette de sommeil. Si les gens qui souffrent d'insomnie, s'ils font des siestes comme ça, comme je l'ai expliqué, ils vont décaler leur heure d'endormissement et du coup, ils vont entretenir l'insomnie. Moi, ma recommandation, ça serait plutôt de faire, à la limite, tous les jours, juste après le déjeuner, la petite sieste courte qui permet vraiment de se redonner de l'énergie pour tenir l'après-midi. Donc, il faut choisir le moment après le repas parce qu'il y a un pic physiologique, enfin un pic descendant physiologique d'attention. Et donc, c'est le moment où on est le plus réceptif pour pouvoir s'endormir. Mais de se mettre un réveil parce que du coup, on entretient le cercle vicieux. Donc, c'est pas top. Alors, Isabelle, merci beaucoup. Et en plus, moi, j'ai appris un terme, le somnologue, que je ne connaissais absolument pas. Alors, pour ces lunettes magiques, est-ce que c'est un peu de l'auto-prescription et on peut les acheter soi-même ou est-ce qu'il faut avoir d'abord eu une consultation?
quel est le prix? Je vous fais toutes les questions. Quel est le prix? Y a-t-il une marque particulière, etc. Voilà. Bah, la marque, c'est Psyo. Donc, c'est… Voilà. Alors, c'est pas en vente libre. C'est un peu comme Tupperware. Enfin, on ne peut les vendre qu'auprès de revendeurs agréés qui ont été formés pour expliquer aussi comment elles fonctionnent. Donc, moi, je fais partie des revendeurs agréés. Je propose, moi, à mon cabinet, pour les gens qui peuvent venir, qui sont en région parisienne, une séance découverte gratuite pour que la personne teste et voit si elle se sent à l'aise avec, avant de parler de vente. Parce que moi, je n'ai pas envie que les gens ne soient pas contents, donc je préfère qu'ils testent avant, comme ça, ils voient si ça leur parle. Par contre, le prix, je n'en parle pas parce qu'en fait, il faut déjà se rendre compte du bénéfice avant de parler de prix. Parce que si on ne sait pas ce que ça peut apporter, c'est un appareil, je veux dire, il marche pendant 20 ans. C'est un investissement, mais c'est un investissement sur sa santé. Donc, il faut d'abord l'avoir testé et être convaincu que ça nous fait du bien avant de parler de prix. Donc, je suis désolée, je sais que je vais frustrer les gens, mais… Non, mais c'est mieux comme ça. En plus, on a aussi mis en avant ce soir beaucoup de conseils pratiques dans différentes situations qu'on peut déjà utiliser. Et comme tu l'as souligné aussi, il y a des propositions qui sont gratuites, de petites choses qu'on peut écouter aussi, qui peuvent aider. Donc, mais en tout cas, c'est quand même très intéressant parce que c'est peu connu. Donc, je trouve qu'on a vu ce soir pas mal de questions. Alors, tu as parlé de la lumière bleue. C'est vrai qu'on est, là, on est déjà tous devant des écrans, donc il va falloir vite arrêter. Mais tu sais que quand on va chez l'opticien aujourd'hui, on peut proposer des lunettes avec des filtres lumière bleue. Donc, il y a une des questions, c'est est-ce que, en fait, si nos lunettes sont équipées de ces filtres, est-ce qu'on est un petit peu moins, j'allais dire, envahi par cette lumière bleue? Est-ce que ça nous perturbe moins? Alors, disons, il y a deux choses. Moi, quand j'ai fait ma formation, les médecins qui nous ont formés nous ont dit qu'il fallait, que les filtres à lumière bleue sur les lunettes, mais moi j'en ai, j'avais fait mes lunettes avant, c'était pas une bonne idée parce qu'en fait ça bloquait la lumière et du coup pour la fabrication de la mélatonine en journée, c'était pas recommandé. J'en ai parlé à mon opticien depuis alors après, là malheureusement je vais pas avoir la réponse fiable. Il ne savait pas trop que ça pouvait provoquer cette problématique-là. La réponse que j'ai eue, c'est qu'a priori, ils ont choisi un filtre pour bloquer le bon rayonnement, celui qui est nuisible pour la rétine, parce qu'il peut y avoir ça aussi, et que potentiellement, ça n'aurait pas d'impact sur la fabrication de la mélatonine. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'ai pas vérifié, enfin, je n'ai pas les moyens de vérifier, je ne peux pas vous dire. Pour les gens qui veulent être sur les écrans le soir, il vaut mieux acheter, il y a des lunettes spéciales, donc elles sont jaunes, les verres jaunes ou orangés, c'est les verres orangés qui sont les plus efficaces, qui bloquent complètement pour utiliser les écrans le soir. D'accord. Mais je vous ai expliqué qu'il n'y a pas que la lumière bleue, il ne faut pas être sur les écrans pour ne pas trop solliciter le cerveau et avoir un sas de décompression. Donc voilà, c'est des lunettes souvent de gamers, les jeunes là, qui jouent aux jeux vidéo la nuit, etc., pour éviter ça, mais ma recommandation, c'est d'éviter les écrans. D'éviter. Alors, une autre question qui est très proche, on va dire, des préoccupations de nombreuses patientes, notamment, parce que ce soit sur mon réseau cancer gynéco avec les traitements, avec les chirurgies qui amènent en fait des ménopauses chirurgicales ou thérapeutiques ou qui sont en fait accentuées par les traitements, que ce soit sur mon réseau cancer du sein avec les personnes sous hormonothérapie, on est très nombreuses à vivre de façon assez intense, on pourrait dire, les bouffées de chaleur. Et parmi les questions, il y a effectivement ça. Parfois, on peut être réveillé par ces bouffées de chaleur. Est-ce que, et du coup, ça gêne le sommeil, ça gêne le confort, enfin, c'est vraiment perturbant. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ces ressentis-là? Malheureusement, je n'ai pas trop de solutions par rapport à ça. Ce qu'on nous a dit pendant la formation, c'est qu'en fait, on ne savait pas trop si c'était la bouffée de chaleur qui nous réveillait ou si c'est parce qu'on était réveillé qu'on ressentait la bouffée de chaleur. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. Moi, ce que j'ai envie de vous recommander, je trouve que les naturopathes ont des approches intéressantes parce qu'en changeant son alimentation,
on arrive à réguler un certain nombre de choses. Ce n'est pas une approche traditionnelle, mais pour moi, il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir, consulter ce genre de personnes pour avoir des conseils alimentaires. Moi, j'ai changé complètement mon alimentation pour d'autres raisons. Grâce à ça, j'ai plus de cholestérol. J'avais cholestérol, triglycérides, j'étais sous hypolipémiant. Je ne prends plus de médicaments pour ça. Et maintenant, j'ai aussi arrêté les traitements antihistaminiques alors que j'avais fait 6 mois sous antihistaminique tous les ans. Donc, il y a vraiment des choses, en changeant son alimentation, que l'on peut réguler naturellement. Et les naturopathes, ils sont dans cette démarche-là. Donc, je pense qu'il doit y avoir des possibilités. D'accord. Donc, à discuter avec son équipe de soins, éventuellement avec des conseils, voilà, nutrition, diététique et puis approche. Mais toujours, alors surtout pour les personnes en traitement, quand même, à vérifier que ça correspond à ce qui leur convient à ce moment-là. Alors, moi, j'ai une question qui, enfin, c'est un peu un clin d'œil, mais qui par rapport à l'endormissement, pourquoi les bâillements sont contagieux? Et si je me mets à bâiller, c'est un peu comme si je me mets à rire, je suis sûre que tout le monde va bâiller. On dit qu'un bon bailleur doit en faire bailler 10. Eh bien, honnêtement, je n'en sais rien. Alors, est-ce que c'est les neurones miroirs? Ça marche avec le rire, ça marche avec tout ce qu'on dégage. Quand quelqu'un arrive et qui fait la tête, on n'a pas très envie d'aller vers lui. Quand quelqu'un arrive avec le grand sourire, au contraire, la personne est avenante et tout de suite, ça ne dégage pas du tout la même chose. Honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai pas eu cette info-là pendant ma formation, donc je ne sais pas répondre à la question. Alors, il y a une autre question de Corinne qui dit, en fait, il y a toutes ces histoires de rythme où tu nous disais, il vaut mieux essayer d'avoir un rythme, notamment le matin, à peu près toujours les mêmes horaires, etc. Elle dit, oui, mais quand même, quand on regarde les ados, ça n'a pas l'air de les déranger. Donc, quand on regarde les âges de la vie, est-ce que ces conseils sont quand même très axés sur les adultes? Est-ce qu'on a tous, voilà, en fonction de l'âge, les mêmes besoins de rythme? Les ados, le plus souvent, ils souffrent de ce qu'on appelle un décalage de phase. C'est-à-dire que physiologiquement, ils ont tendance à vouloir s'endormir très tard et à se lever très tard aussi, quand ils n'ont pas de contraintes au niveau de l'école. Donc, et s'ils font ça, le matin, moi j'ai entendu dire, et je pense que c'est une réalité, il y en a plein qui dorment le matin en classe parce qu'en fait, ils s'endorment à 2 h du matin. Et pour être en classe à 9 h, ils n'ont pas du tout le temps de sommeil dont ils ont besoin. Donc, pour moi, les ados, c'est compliqué pour eux aussi. À la limite, il faut trouver une façon d'avancer leur heure d'endormissement pour régler. Et les ados, ils font justement la grasse matinée le week-end parce que dans la semaine, c'est la cata. Ils ne peuvent pas. Et pour moi, il y a des gros problèmes avec les ados. Alors après, il y a toujours des gens qui échappent. Donc, peut-être que la personne qui a écrit ça a un ado qui gère bien son truc. Mais moi, j'ai plutôt entendu dire que c'était le contraire. Bon, écoutez, Isabelle, merci infiniment. On a fait le tour de toutes les questions, je crois. Marilyn, merci beaucoup d'être venue nous faire témoigner de votre expérience. Laure, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant de souhaiter bonne nuit à tout le monde? C'est ça, n'oubliez pas de prendre un petit dîner léger quand même. Alors moi, je vais dire que j'avais envie de bailler, pas d'ennui, mais justement de me parler de sommeil, ça m'a bercé et plusieurs fois j'ai failli bailler. Moi, je voulais vraiment vous dire merci et souligner que je pense qu'à la fois les patientes, alors sur mon réseau Concierge Gynéco, les autres, dans d'autres associations, surtout dans vos centres de soins, on dit que, on a besoin d'être accompagné sur le sommeil quand on a des difficultés, et que deux, oui, il existe des choses à faire connaître, des spécialistes qui peuvent nous aider sans médicaments. Et alors moi, je suis très sensible à cela. Quand on a des traitements lourds, on a déjà beaucoup à prendre. Donc, si on peut se sentir mieux sans médicaments, et puis bien sûr en bougeant le mieux possible. Marilyn, c'est une adepte de l'activité physique aussi, qui nous a entraînés sur plein de challenges. Bien manger, s'intéresser à ce qu'on mange avec du plaisir. C'était notre thème de lundi. Faire attention à la qualité, mais aussi à garder ce sourire qui fait du bien. C'est l'occasion de faire un clin d'œil à une des amies de nos réseaux
dont le pseudo est Oiselle, qui organise régulièrement des yogas du rire et qui nous a expliqué qu'en fait, rire forcé ou rire parce qu'on dit un truc très drôle, en fait, le cerveau ne fait pas la différence et que ça fait beaucoup de bien, j'allais dire, en général de rire. Donc, c'est encore mieux quand on rit pour de bonnes raisons, mais qu'en tout cas, ces yogas du rire peuvent vraiment aider à se sentir mieux. Donc, c'est à faire connaître toutes ces pratiques qui font du bien sans faire prendre de médicaments en plus à toutes les personnes de nos réseaux qui sont en traitement. Et voilà, donc merci beaucoup, bonne soirée. Et puis on retrouvera bien sûr le replay alors, sur tous les réseaux parce qu'évidemment, on ne dort pas partout. Voilà. Au revoir et merci beaucoup. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir.